L'alcool est souvent perçu comme un moyen de détente et de socialisation, mais pour les sportifs, sa consommation peut avoir des conséquences dramatiques. Ainsi, on s'interroge à quel niveau l'alcool peut avoir des conséquences dramatiques ou bien avoir des problèmes pour la carrière d'un sportif professionnel. Et si on sera avec le docteur Gérard, nutritionniste spécialiste, bien sûr, pour avoir de la lumière sur cette question. Pas de lumière sur les parcours de Corbeau en Ligue des Champions de la CAF. Mazembe enchaîne de résultats mitigés, en tout cas qui n'honorent pas bien sûr l'identité du club sur les continents. Et sur le continent, dans le football africain, l'identité des Congolais a beaucoup plus de valeur quand il s'agit des léopards de la RDC devant leurs frères du Congo-Brazzaville, les Diables Rouges. Les Congolais sont souvent subliminaux. L'illustration parfaite a eu lieu en quart de finale de la CAN en 2015 avec ce score de 4 buts à des biens. Au cours de ce numéro de la team JMJ, nous allons vous faire revivre ce bon moment de l'histoire de notre football. Le casting est donc complet pour ce grand retour de la team JMJ où on va se la jouer sans nul doute Autrement. Bien sûr. Alors on va commencer l'émission, la toute première de l'année 2025 bien sûr. Et à l'honneur, on a Joël Banewa pour sa semaine. Donc on revient même dans la semaine avant Noël. Oui, déjà bonne année à tout le monde. Ah merci. Je pense qu'on a quand même bien fêté cette année malgré la pluie qui a gâché, que ce soit la Noël ou la fête du Nouvel An. Mais bon, on a quand même bien passé les fêtes et en dehors de ça, on est encore dans la festivité. On passe un peu de temps à pouvoir se détendre. Mais bon, on a quand même eu à passer une bonne semaine et je crois que l'année a bien démarré. Elle a bien démarré. Je crois que... Et en général, qu'est-ce que tu as retenu de tes semaines festives? Beaucoup d'eau, j'ai bu beaucoup d'eau minérale. Beaucoup d'eau minérale. Et non, je crois que non, c'est important parce qu'on a quand même passé une année assez compliquée avec des hauts et des bas. Et en fin d'année, je m'étais personnellement donné l'objectif de pouvoir bien me détendre, me reposer durant la fin d'année. Et c'est ce qu'on a fait. Et je crois qu'on est revenu avec beaucoup d'énergie pour cette nouvelle année. Alors on va suivre d'abord la vidéo de Joël Banewa pour voir ce qu'a été ces semaines festives et même la première semaine du mois de janvier. de l'Oasis.
Voilà, on a suivi Jean. Il a bu beaucoup d'eau. Bon, Est-ce que tu es important, d'accord? Ouais, mais l'eau est important pour. Mais après, par rapport à lui, tu gobes ça. Non, mais j'y arrive. Attendez, franchement, c'est pas tout ce que j'avais à dire. Mais après, il faudra maintenant investiguer pour savoir si c'était réellement de l'eau ou de l'eau minérale. Ah ouais, c'était. Moi, connaissant mon homme, je pense que c'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose. Mais ce qui est important dedans, c'est qu'il a quand même pu profiter de cet instant pour lâcher un peu prise sur beaucoup de choses. Vous savez que l'année 2024, c'est une année spéciale pour nous tous ici autour de la table. Évidemment, ouais. On a commencé ces projets. C'est sûr, c'est entre stress dans nos différents emplois et puis en même temps réfléchir sur comment apporter une touche nouvelle dans la sphère médiatique ici à Lubumbashi. Donc je pense que c'est toute cette pression qui vous prend une fin d'année d'enfer. Donc quand vous avez l'opportunité de vous lâcher, mais c'est pas avec des lots quand même que ça se fait. Donc, Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu as retenu de tes semaines festives? Bon, mais semaine, Parce qu'on était en congé avec la team. Hein. Bah, effectivement, la team a pris congé parce que c'est tout à fait important. Ouais, je crois voilà. que mes semaines, les festivités, il y en a eu, mais cette année, généralement, je pense pas que les têtes de gens étaient vraiment à la fête, ce qui est sûr. Mais après, pour C'est toi-même. sûr qu'on Pour s'est, toi-même. c'est sûr qu'on s'est reposé. Hein. Pour toi-même. Oui, Parce mais- que là, on parle de toi. Ouais, mais je parle de moi-même. Ah, Il n'y non. a pas de problème. Mais ma tête n'est pas tellement à la fête parce que, vous savez, c'est. Mais c'était quoi le problème? c'est- Qu'est-ce qui s'était passé? On Voilà. entend parler, mais. On ne peut pas voir la tête aux fêtes. Mais après, je ne vais pas non plus étaler tout ce que j'ai vécu sur ces plateaux. Donc, on retient 3 que tu- émissions de suite. Alors, on retient que. On retient, Genre, on peut fêter. on retient que quand même, j'ai pu fêter comme je le pouvais. Même si les 2 jours de fête, moi, personnellement, je n'ai pas du tout été à la fête parce que j'ai dû travailler les 2 jours de fête. Donc, mais quand même, le jour d'après, j'ai pu me reposer et profiter pleinement de Mais ce quand que ça même, tu as pouvait apporter. fêté à ta manière. Bon, à ma manière, j'ai mangé du poulet. Ne vous en faites pas. Ah, ok. J'ai mangé du Tu n'as pas poulet. bu de l'eau minérale. Tout près là-bas. Non, non, c'était des l'eau gazeuse. Voilà. Et là, qu'il n'y a pas vraiment de fête chez Tout-Puissant Mazembe, les Corbeaux n'arrive pas vraiment à se comporter bien en Ligue des Champions de la CAF en phase des groupes de cette saison. On va refaire ces matchs. Young Africans TP Mazembe soldé par une victoire des 3-1 en faveur des Tanzaniens. Voilà, Jean Choyi, avec vous, on va refaire ces matchs. Joël, Mazembe qui n'arrive toujours pas à faire bonne figure cette saison en phase des groupes de la Ligue des Champions. C'est 4 matchs joués, 2 défaites et 2 matchs nuls. Bon, après, ça donne raison aux langues qui l'ont dit avant le début de la saison sur l'effectif douteux du TP Mazembe. Mais pas que ça. Derrière, il y a aussi de l'investissement qui n'a pas suivi. Il y a des recrutements qui n'ont pas été faits qualitativement. Il y a toutes ces choses-là. Il y a aussi à un certain moment des limites observées dans la façon de faire de Lamine Diaye, même si son effectif est à déplorer, même si toute la faute ne lui revient pas. Donc c'est tout un package de problèmes qui font que aujourd'hui c'est Mazembe et franchement a perdu de toute sa beauté sur le continent. Moi ça faisait longtemps personnellement que j'ai vu un Mazembe au visage très triste comme celui Mazembe sans éclat. un Mazembe sans âme, un Mazembe écœurant, un Mazembe il y a un terme comme ça que je vais employer, mais ça viendra avec des tons, mais c'est une équipe de Mazembe aujourd'hui qui ne reflète pas la grandeur de ces grands clubs de l'Afrique subsaharienne qu'on a connus à travers les temps. Maintenant, derrière, j'ai toujours dit ça, que c'est un problème d'abord de communication, parce que quand vous êtes en contact rapproché avec la communication du club, on vous vend les rêves que Mazembe, c'est une équipe C'est pour en bien, renaissance. Mazembe. Effectivement, Voilà. c'est une équipe qui compte sur les joueurs qui viennent aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec le club, mais qui arborent ces maillots comme le Real Madrid, surprennent tout le monde. En oubliant que dans notre contexte, c'est un club qui a beaucoup plus besoin de fonds et de joueurs de qualité, parce que sur le continent africain, les sparring partenaires veulent à ce que vous soyez au top niveau de votre forme pour que vous puissiez représenter valablement les pays. Mais derrière, quand vous n'avez que, par exemple, Oscar Kabouit,
Aussi jeune. Le seul joueur qui sort du lot. Aussi jeune. Ouais, c'est, aussi jeune, des fois naïf, des fois extraordinaire, comme on peut le dire. C'est un peu un mélange de tout ça qui vous donne un tango, mais un tango mal joué. Et ça, ce n'est pas du tout ces Mazembe caractéristiques que l'on voudrait voir sur le continent africain. Maintenant, je sais qu'on reviendra à qui la honte, à qui la faute dans l'émission, mais c'est quand même décevant pour ces Mazembe. Mais c'était prévisible parce que, on l'a dit au cours de émissions différentes, mais bon... voilà, Joël Banewa, c'était plus que prévisible pour les TP Mazembe, la manière dont les Corbeaux ont préparé leur saison, les ventes, les départs des joueurs et même le recrutement qui n'a pas suivi derrière. Donc Mazembe se mettait dans une saison compromise. On l'avait déjà dit, seulement que dans le football, il est difficile de tout bien prédire à l'avance. Ce qui s'est passé là du côté de la Tanzanie et même ce qui se passait du côté de Kamalondo, c'était prévisible pour cette équipe du TP. Ce qui me frustre le plus, c'est seulement que Mazembe n'arrive pas non seulement à reconnaître ce que l'équipe est et la valeur du club, etc. Mais les Corbeaux, en vrai, ils n'arrivent pas à reconnaître la vérité en face. C'est-à-dire avoir l'honnêteté de dire que notre équipe, ça ne va pas, on doit rebâtir, on doit reconstruire. Lamine Dia, on l'a eu en conférence de presse plusieurs fois. Il refuse que l'équipe est en reconstruction. Il refuse strictement que son équipe est en reconstruction. Mais quand tu vois cette équipe de Mazembe qui évolue cette saison et que tu vois l'équipe qui a fait demi-finale la saison dernière, c'est le jour de la nuit. Donc aujourd'hui, on se pose la question de savoir qui se fout de qui. Quand vous avez une équipe où vous perdez vos 6 meilleurs joueurs, et que vous vous retrouvez à enregistrer des joueurs qui viennent, je ne sais pas moi, de l'Est du Congo, des joueurs qui viennent à peine de Kinshasa, on me parle des Bongeli, un gamin qu'on n'a jamais vu jouer en professionnel, vous voulez dire que ces gamins-là vont porter le maillot de Mazembe pour faire ce que les Mondeko ont fait, ce que les Likonza ont fait, c'est mentir ouvertement aux supporters du TP Mazembe. Ce qui fait mal, c'est cette vérité que Mazembe ne veut pas accepter. Mais sur le terrain, c'est la triste réalité. Il n'y a aucun joueur qui a le niveau de Mazembe dans cette équipe-là. Même Kabouit dont on fait montre aujourd'hui. Kabouit, vous reculez dans Mazembe, 3 ans, 4 ans, il est sur le banc. C'est un joueur qui est remplaçant. Il a beaucoup de talent, certes, mais il s'est fait que dans le royaume des aveugles, le banc du roi. Mais justement, c'est ce que j'ai dit, dans le monde des aveugles, le borgne roi, c'est Kabouit, parce que c'est un gamin, Jean l'a parfaitement dit, parfois il est naïf, parfois il est bon. Et un joueur comme ça, quand tu manques de régularité dans ce genre de compétition, tu n'es pas tu n'es pas encore prêt pour le top niveau. Malheureusement, Mazembe peut même finir dernier de ce groupe, à défaut peut-être d'avoir une 3e place honorifique, mais je ne vois pas les hommes de Katumbi se qualifier dans ce groupe. Les hommes de Katumbi ont du mal à déjà se comporter, qu'ils soient à domicile et en déplacement. En Tanzanie, Mazembe ouvre le score en premier, mais après, ce qui suit, c'est vraiment la cata. Non, mais c'est toujours ça la maladie du club. Même les matchs à domicile contre Young African, Mazembe, avant d'ouvrir le score à quelques minutes de la pause, c'est une équipe joueuse. Elle tente des choses, elle court, elle fait pression à l'adversaire. Mais dès qu'ils mettent les buts, ça arrête de jouer. On a tout fait. C'est la même chose qu'ils font en Tanzanie. Mais là, c'est qu'ils se font prendre au piège des Tanzaniens qui ont pris tout leur temps pour comprendre les schémas tactiques des Mazembe déjà à domicile et ces Mazembe défaillants à l'extérieur qui, après cette ouverture du score, ne pouvaient plus courir, ne pouvaient plus rien proposer de mieux et de joueurs qui peuvent trembler à n'importe quel moment, perdre une balle qui peut être fatale ou dangereuse ou accorder des buts gratuits à l'équipe adverse. Et là, ça frappe très mal. Avec une équipe qui est à domicile, qui a un public, qui a une prime promis, même s'il y en a une autre du côté Mazembe, mais ça fait que quand vous avez plus d'envie que votre adversaire, plus de talent aussi. Et effectivement, vous arrivez à bout de celui qui ne joue pas. C'est ça la simple réalité. Voyez seulement comment Mazembe s'est fait prendre au jeu des Young Africans. Donc ça, là, ça remet en question non seulement la façon d'être de l'équipe, mais aussi la façon de faire. Du staff technique qui, moi, j'estime, est un peu à la limite bon pour Mazembe, même s'ils ne veulent pas le reconnaître. Le staff est limité ou bien c'est l'effectif qui fait que les staff techniques soient limités peut-être dans ce qu'il peut proposer. On est d'accord qu'à un moment, on a parlé ici, que ce soit dans ces studios ou peut-être ailleurs dans des chaînes des stations radio dans lesquelles on est passé, que l'une des plus grandes forces de Lamine Dia, c'était de refaire les hommes et de nous ramener une certaine nouveauté. Et d'ailleurs, même surtout la force physique. Même quand il arrive au TP Mazembe, c'est ce qu'il fait avec l'effectif que l'on jugeait défaillant, à la limite.
Mais ce n'est pas ce qu'on vit cette saison. Parce que je pense personnellement qu'on a atteint un certain plafond qui ne permet plus et à Lamine Ndiaye et à Mazembe de corroborer. Parce que là, même son discours, une épuration, il est fait avec qui? Non, mais moi, je trouve des circonstances atténuantes à Lamine Ndiaye. Parce que ce qu'il fait avec Mazembe la saison d'avant et le miracle des demi-finales, c'est que tu as quand même un Joël Béa dont on connaissait le talent qui a déjà été international A chez les Léopards. Donc refaire ce type de joueur-là, c'est un peu plus facile. Quand vous avez des joueurs comme Glody Likonza qui tâtonnait un petit peu à Mazembe, on connaît le talent et le potentiel de Glody qui a même évolué en Europe. C'est facile de refaire ce genre de joueur-là. Quand vous avez un joueur, un espoir malien comme l'avancante qui nous a planté 20 buts là, comment il s'appelle? Traoré Fili. Quand vous avez ce genre de joueur, ce genre de talent, le refaire c'est assez facile. Mais regardez qui il a aujourd'hui. Vous avez des joueurs comme les Favre Bongeli qui n'est jamais monté dans un terrain professionnel. Il n'a jamais fait ça. Comment il va le faire? C'est un gamin. C'est un gamin. Comment vous voulez transformer? Comment vous voulez transformer des joueurs comme Fofana qui est déjà mort enterré, il est tout sauf un joueur de football celui-là. Comment vous voulez que Lamine fasse de la magie avec ce joueur-là? Simplement que Lamine essaye de faire, il est Lamine, il restera Lamine. Mais le problème c'est que la matière qu'il a entre les mains ne lui permet pas de travailler, c'est aussi simple que ça. Moi je pense que Lamine, je pense que Lamine a perdu sa mine. Ça c'est tout à fait d'accord. Il a perdu sa mine. Il a non, perdu. Ce qui déshonore Lamine, c'est le fait d'être resté au TP alors qu'il aurait dû partir parce qu'un entraîneur sérieux, je ne dis pas qu'il n'est pas sérieux, mais un entraîneur de renom, un grand entraîneur n'aurait jamais permis qu'on te retire 7 joueurs de ton effectif et tu restes dans le club. Jamais. Et alors pourquoi lui-même n'arrive pas à accepter que l'équipe est en reconstruction? L'équipe est malade. Et lui, il est devenu congolais celui-là. Il est devenu congolais. Et puis quand tu ne le reconnais pas, c'est ce qui fait des toi un complice. Effectivement, et ça fait à ce que ces Mazembe-là et ta façon de faire, ça ne corrobore pas. Parce que moi, je disais qu'à un certain moment, il faudra qu'on voie la réalité des choses en face. Rien n'est va à ces Mazembe. Il faudra qu'on rapporte ce qui manque. Et ce qui manque, c'est des talents sûrs, des valeurs sûres. Mais on sait tous aujourd'hui que Mazembe ne peut pas se donner ces luxes-là d'acheter le joueur. Lamine Ndiaye, il a dit une fois en conférence de presse, il dit « Bon, d'accord, que voulez-vous que je fasse? Si on m'a donné une demi-mesure, j'ai fait cette demi-mesure. » Moi, je crois l'impression que Lamine, à un certain moment... Mais il y a quand même une forme du mois qui avait... le biceps de dire que voilà, l'effectif est limité. Et moi, je ne saurais pas travailler avec ça. Mais justement, c'est ça l'entraîneur de poids. Tellement qu'il est fier de son Mazembe, il ne sait pas le reconnaître. Ouais, mais il est devenu congolais, celui-là. Et même en conférence de presse pour les matchs qui vont suivre après, il dit « Nous avons une toute petite chance, mais je pense que nous jouons notre qualification. » Mais Mazembe joue quelle qualification? Franchement, il joue quelle qualification? Et parlons même de ces matchs-là face à Mouloudia. Parce que Mazembe a le poids au Maghreb. Jouer la qualification, gagner ces matchs-là et venir à la maison faire un bon résultat peut-être pour gagner. La dernière fois que Mazembe a remporté un match au Maghreb, allez chercher ces histoires. À moins que Trésor pour tout remettre son maillot, ils vont se noyer en Algérie. Ils vont prendre l'eau parce que cette équipe algérienne, je suis un petit peu de près. Après le départ de l'entraîneur français, je crois que c'est Baumel qui est parti. L'entraîneur qui arrive, il a pour objectif, son premier objectif, c'est de qualifier cette équipe pour la prochaine phase de la Ligue des Champions. Et depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, justement du côté algérien, depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, c'est victoire sur victoire. Et c'est une équipe qui est sur une dynamique extraordinaire. En parlant d'engouement qu'il y a autour de cette équipe-là, le stade il sera plein. Pour eux, c'est le match de la finale. Parce que s'ils gagnent ce match-là à domicile, ils sont qualifiés pour la suite. Donc je ne vois pas cette équipe du Mouloudia avec la bonne forme actuelle et le remaniement qu'il y a eu autour de cette équipe. Je ne les vois pas tomber face à un Mazembe aussi nul que celui que dirige Lamine Ndiaye en ce moment. Donc il y a très très peu de chances pour que Mazembe fasse un exploit. Un nul serait une défaite pour l'équipe de Mouloudia et une très grande victoire pour les TP Mazembe. Mazembe connaît le Maghreb. Mazembe en général, historiquement parlant, mais cet effectif de Mazembe ne connaît pas le Maghreb. Ils n'ont pas la maîtrise du Maghreb actuel et de ce que ça fait de jouer contre des clubs qui sont visiblement... La saison dernière, ils sont allés 2 fois au Maghreb. Mais ils ont joué l'Afrique. Justement, ils ont joué l'Afrique en Super League. Ils sont allés contre l'Espérance de Tunis. Ils ont 3-0. Ils sont allés à la Ligue. C'était le même résultat. Ils vont se noyer. En plus, face à Arli, ils marquent en premier. Ils tiennent les coups jusqu'au, je pense, dans le money time. Ils se font battre 3-1. Et c'est au Baïser qui prennent ces buts en cascade. Et Mazembe est éliminé. Donc, en gros, je crois que personnellement, comme je le disais dans le thème de mon speech,
C'est vrai, ça nous fait mal. Moi, personnellement, ça me fait mal. Je le dis toujours, moi, je n'ai jamais été partisan de TP Mazembe, mais je suis congolais et j'adore voir nos clubs, quand ils sortent à l'extérieur, représenter notre football parce qu'on a tant chanté. On est quand même le 8e championnat les mieux classés en Afrique. Ça veut dire qu'on produit quand même quelque chose d'assez consistant, qui ne doit pas se noyer et prendre perpète comme ça sur le continent africain. Donc en gros, je crois que les gens des Mazembe, comme Joël le disait ici tout à l'heure, doivent avoir une communication directe. Mais la communication directe ne suffit pas. Après la communication, mettez les moyens en jeu. Peut-être ils ont peur des fanatiques. Dire que voilà, les fanatiques n'auront pas les capacité d'accepter la vérité. Le grand Barça, même le grand PSG, le font. Je vous raconte une anecdote. Ouais. Mazembe joue Young African. Les matchs se terminent un but partout. Et ces buts-là, dans les derniers instants, qui arrivent comme un chevet dans la soupe. Bon, moi je suis journaliste, tranquille, je descends. Et je croise quelqu'un sur ma route qui me dit, bon, tiens, écoutez, c'est vous le journaliste qui encouragez... Il faut nous dire la vérité. Mon Bambi, vérité, le club ne va pas bien. Les fanatiques eux-mêmes savent que leur équipe... Le club ne va pas bien. Le club lui-même ne l'admet pas. Pourquoi on doit continuer aujourd'hui à Mazembe de faire croire à tout le monde que tout va bien alors que ça ne va pas? Mais vous savez, Merveille, peut-être pour finir ce sujet, le plus grand défaut que Mazembe a eu durant toutes ces dernières années, on ne s'est jamais rendu compte, c'est l'orgueil mal placé. Je vous explique. Vous perdez des joueurs comme Arsène Zola qui avait l'amour du club, qui voulait rester au club, mais parce qu'il a voulu avoir un peu plus d'argent vu son statut, on le met dehors en lui disant que Arsène va passer, le club restera. Ok. Les saisons se suivent, ils enchaînent et ils perdent les cadres de cette équipe. Les joueurs formés et les joueurs qui ont l'amour de ce maillot-là. Kevin Mondeko est parti du TP Mazembe Anglebert, pas parce qu'il ne voulait plus jouer au TP Mazembe, parce qu'il réclamait simplement son dû. Mais le discours qui lui a été brandi, c'est de dire que tu passeras, le club restera. Et aujourd'hui, Mazembe récolte cela. Le club du tout-puissant Mazembe Anglebert n'a toujours pas la facilité d'accepter quand ça ne va pas, la facilité de respecter ses propres joueurs. Ils n'ont jamais eu ça. C'est un comportement que le TP n'a jamais eu. Regardez tous les anciens du TP Mazembe Anglebert. C'est à peine qu'on ramasse les Kalaba. C'est à peine aujourd'hui que Trésor Poutou est. Regardez toutes les légendes du TP Mazembe Anglebert. Ils se retrouvent toujours à la rue. Aujourd'hui, ça fait en sorte qu'on a un club qui se croit au-dessus de tout, mais qui n'arrive pas à regarder derrière pour pouvoir... Mais l'image, la question qui me taraude de l'esprit, l'image que Moïse Katumbi renvoie dans le monde du football africain, même dans le monde, c'est que c'est un monsieur responsable, un monsieur qui sait quand même respecter le football, ça veut dire respecter même le règlement du football, mais ce qui s'est vu au TP Mazembe, c'est pas la réalité de ce qu'on voit de Moïse Katumbi. Katumbi ne dirige pas tout non plus. Hein. Alors il est mal entouré. On aime se lever dans la nostalgie. On adore la nostalgie. Parce que, franchement, c'est sûr que je suis d'accord avec Joël quand il a sa réaction à chaud. Katumbi ne dirige pas tout, effectivement. Et preuve, il n'est pas sur le terrain. Mais ça a commencé à couler quand il était là. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Son club a été sanctionné par la FIFA. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Les mesures ont été livrées partiellement. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Moi, les Katumbi que je connais à l'époque, c'est quelqu'un qui fait tout... Actif. Effectivement, qui fait de tout son possible pour que son club... Non mais pour sa défense, il a eu à faire récemment une interview avec le confrère Mangala. Il dit avoir dépensé plus de 2 millions de dollars pour que Mazembe ne perde pas la licence d'un club professionnel. Pour dire que il est investi encore dans son club. Seulement que Katumbi... Mais ce qu'on voit aujourd'hui des Mazembe, c'est une équipe de Mazembe qui ne peut pas se mettre à la table de... Si on ne se fie pas l'histoire, Al-Arli, Mamelodi Sundowns... L'erreur de Katumbi, c'est qu'il a mal amorcé un projet que lui-même, il s'est trompé dans ça. Quand Katumbi, en 2017-2018, il nous dit il est maintenant temps de pouvoir promouvoir les jeunes de l'académie pour monter au club. 2016, je crois. Ces jeunes-là, quand ils sont montés, ça a demandé du temps. Ces jeunes-là, quand ils sont montés, ça a demandé du temps. Alors, justement, un temps que Mazembe n'a pas pu donner à ces jeunes-là. Et ça a fait en sorte que l'équipe a commencé à tâtonner entre faire confiance aux jeunes et pouvoir recruter. Ça a tâtonné un petit peu. Et quand la mine est venue, c'est la mine qui a essayé un petit peu de ramener, parce que la mine a beaucoup recruté, il faudra aussi souligner ça. Quand il a recruté, le projet s'est dispersé. On ne savait plus entre le projet de base qui était de faire promouvoir les jeunes et le projet de finalement recruter. Tout ce projet-là entremêlé a fait en sorte que Mazembe a explosé. Mazembe s'est retrouvé avec beaucoup de suspensions des joueurs. Le gardien camerounais là, qui a joué un seul match. Ils sont tellement nombreux. À l'époque de
Dumas, de Franck Dumas. Ils sont tellement nombreux, ils sont venus au TP Mazembe Anglebert. Il y avait tellement de jeunes qui étaient également montés que Mazembe s'est retrouvé avec un effectif de 40-42 joueurs. Et ça a fait en sorte qu'on avait un projet mal amorcé par le président Katumbi. S'il a fait une erreur, c'est cette erreur-là qui a coûté à Mazembe. C'est à lui qu'on comble la faute, voilà, de ce Mazembe moribond. Et même aujourd'hui, Mazembe a toujours un effectif pléthore. Quand Moïse ramène sa politique de on promouvoit ceux qui viennent de nos académies, mais c'est bien. Est-ce qu'on les garde? Moulika, il est close juste un peu. En même temps, il commence à se faire un nom. On le renvoie en Belgique. Michak, il y a de même. Michak, Malango et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que le club a gardé de ce qu'ils ont produit réellement? Justement, c'est ça l'erreur. De ces académies et écoles de foot. C'est ça. Derrière, on vise de l'argent et on n'investit pas autant qu'on gagne. Et ça fait que, bon, voilà, vous avez un entraîneur comme la Mindia, il bricolage. C'est les bricots, il adore les bricots ces derniers temps. Et ça fait que Mazembe, c'est une équipe émiettée. Et quand elle joue, elle n'a plus cette saveur-là d'un grand club de football. Aujourd'hui, Young African peut regarder Mazembe et lui dire, je te donne 3. Et c'est à des fois que là, Young African se fait du sale, le Mazembe. En Coupe de la Conférence, c'était la même chose en Ligue des Champions, ça vient de se répéter. Donc aujourd'hui, qu'on parle d'un Mazembe surpuissant, ce n'est plus la même chose. Mazembe, c'est devenu... Alors on enlève les TP. Bah, Ouais, on garde Anglebert, ça c'est bien. devenu un club qui a été pris en Ligue nationale de football, qui peut se faire traîner par Malolé, peut-être par un match, je ne sais pas. Mais après, ce n'est plus ce club-là C'est pas une équipe Ligue des Champions. qui peut faire peur à Al-Arli, qui peut faire peur à Mamelodi Sundowns, qui peut faire peur à l'Espérance de Tunis, qui sont des clubs aussi à un certain moment qui ont des crises financières, mais qui savent se reprendre et répartir de l'avant. Et l'Espérance de Tunis, c'est un bon exemple. C'est que nos amis du TP Mazembe ne reconnaissent pas à Mazembe, tout va bien. Ils étaient en crise après, ils ont géré. Tout va bien. Tout va toujours bien. Tout va toujours bien. Je vais vous faire un petit récap de l'équipe qui est alignée contre Young Africans. On a Badara, les seuls buteurs. Et puis il y a Keita qui n'avait pas joué il y a longtemps, qui revient pour un match aussi important. On nous ramène notre Atibou qui peut te faire un bon match et l'autre, franchement, Toujours en intermittence. il est merdique. Et puis il y a Fofana derrière qui n'a jamais eu de constance aussi. Kabouit, les seuls qui peut relever la tête. Mais il est usé, est-ce que c'est comme tu peux pas les tu peux pas jouer seul qui peut le remplacer dans une équipe de football parce que C'est pas du tennis. contre cause, franchement. Et puis il y a Zemanga toujours sporadique, il y a Luzolo, il y a Ntambwe, il y a Basile, Konga. C'est ça l'équipe. Et celui-là, c'était encore. Non, mais le banc, c'est encore pire. C'est ça, Vous allez l'équipe entendre de les Mazembe. Bungu, les Bongeli, les au banc- Bongwengi, c'est franchement... Au bas, on a notre Siadi habituel, des Rajabou, Mwamba et tout ce qui va avec. Vous vous rendez compte que moi, je n'ai rien à voir contre ce joueur-là. Je les adore, ce joueur-là, mais ils n'ont pas les niveaux de Mazembe. C'est ça les problèmes. Voilà, les joueurs qui sont actuellement au TP Mazembe n'ont pas les niveaux pour aussi faire de ce TP Mazembe un grand club actuellement en Ligue des Champions. Ça pétine pour les Corbeaux de Lubumbashi qui sont presque éliminés, on va dire, de cette saison en Ligue des Champions. Dès la cave, ici, on va faire autre chose. C'est les apps pour survoler l'actualité sportive ici en Ligue du Congo et dans le monde. Voilà, c'est les apps. Ici, on va survoler l'actualité sportive ici en République démocratique du Congo avec Nice Mukebu qui y a sur ces plateaux. Déjà, Nice, chaîne 2025, le tirage au sort est prévu le mercredi 15 janvier prochain. Effectivement, Merveille, bonjour d'abord, mes Hervé. Merci par Bonjour, exemple. Nice. Bonjour. Voilà, vous sentez qu'une femme est venue là. Évidemment, il faudrait mettre de l'ambiance. Mais après, Je n'ai plus de haut. Ils ont failli se couper la tête par rapport à la situation des Mazembe. ah non, on est normal, on est tranquille. Voilà. Alors, on va commencer par le championnat d'Afrique des Nations. Comme vous le savez, la RDC a validé son ticket. C'était lors du match qui avait mis aux prises la République démocratique du Congo face au Tchad. C'était 3-1 au stade des Barceaux de la Pentecôte, ce qui a même permis à la République démocratique du Congo de valider son ticket sur la direction d'Otis Ngoma. Et donc, le tirage au sort est prévu pour ce 15 janvier. On signale que la compétition va se dérouler dans 3 pays. Et puis ça reste quand même une compétition importante pour la CAF qui se bat pour essayer de donner aux joueurs qui jouent dans nos championnats un peu de lumière. Mais je crois que c'est une compétition qui souffre aussi de beaucoup de lumière. On sait tous qu'il y a des grandes nations comme l'Égypte et même dernièrement comme l'Afrique du Sud qui se sont retirés. Donc il faudra quand même repenser à comment faire les choses et ne pas trop serrer les calendriers et permettre à tout le monde d'avoir la chance de jouer ça.
Évidemment, en Ligue nationale de football, les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football, les CONOR, demandent à la Ligue de surseoir la manche retour de cette compétition. Effectivement, ça chauffe entre la Ligue nationale de football et les comités de normalisation qui est les CONOR. Le CONOR qui a demandé à la LINAFOOT de suspendre la phase retour de la phase classique, j'y arrive, de la 30e édition de la Ligue nationale de football, e-Ligue. Oui, on est en train de toucher le fond. Vous savez, avec la FECOFA, on a quand même tout vécu avec ce comité de normalisation, j'ai mis vraiment les guillemets. Là, on est vraiment en train de toucher le fond parce que je ne comprends pas qu'on arrête un championnat pour pouvoir privilégier une CHAN qui, depuis certains temps, on sait que la compétition a perdu la valeur. Remarquez, les grandes nations du football africain ont désisté, n'ont pas voulu jouer cette compétition. Mais je ne comprends pas, la RDC, classé, je ne sais pas moi, 8e des meilleurs championnats d'Afrique, accepte d'arrêter son championnat pour pouvoir privilégier une compétition comme les CHAN. Donc pour moi, c'est un regret de voir que dans notre pays, eh bien, on préfère arrêter toute une compétition, suspendre l'évolution du football, suspendre un championnat qui a eu beaucoup de mal à se réorganiser, à reprendre vie pour pouvoir aller jouer un mois de compétition qui va peut-être rien rapporter au pays. Mercato dans le football féminin, on va dire. Merveille Kanjinga, joueuse du tout-puissant Mazembe, FCF Mazembe, annoncée au Paris Saint-Germain. Effectivement, c'est déjà sur la toile, l'attaquante internationale congolaise Merveille Kanjinga, celle qui a prié au tout-puissant Mazembe, qui a même remporté la Ligue des Champions avec cette équipe, pourrait poser ses valises en France. Ça sera au PSG si tout marche bien pour cette Congolaise native des Kananga. Mais ça reste une superbe joueuse qui a fait de prouesses avec les TP Mazembe, remporté plusieurs fois la LINAF au pays et dernièrement la Ligue des Champions où elle a explosé de tout son talent. Je pense que c'est une annonce qui a été faite par les Parisiens, donc je crois que ça sera quand même une belle destination pour elle et aussi lui permettre de voir d'autres cieux et d'autres défis. Pourquoi pas grandir encore plus et apporter de son expérience à l'équipe nationale qui en a besoin. Super Coupe d'Espagne, un classico pour cette finale qui va se jouer dimanche entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Effectivement, le Real de Madrid et le Football Club Barcelone vont se retrouver pour la première fois pour l'année 2025. Cette fois-ci, ça sera en Super Coupe d'Espagne. Le Real qui a battu la formation de Valence, Mallorca pour le score de 3-0, alors que le Football Club Barcelone a eu à disposer de la formation d'Athletic Club sur la note de 2-0. Et donc, la fiche finale est désormais connue. Le Real va jouer contre le Barça. Oui, ça c'est un classique. Hein. J'ai comme l'impression que la Liga a essayé de pouvoir reformuler cette Super Coupe d'Europe, mais on se rend compte qu'au final c'est toujours Real Madrid-Barcelone. Super Coupe d'Espagne, c'est toujours Real Madrid-Barcelone la finale. Et je crois que c'est peut-être le bon moment, de pouvoir se retrouver entre Madrilènes et Barcelonais après la débâcle. Real doit quand même se venger par rapport à ce qui s'est passé. Évidemment, comment on se retrouve? Est-ce qu'il y aura vengeance même? D'Ancelotti, le coach du Madrilène, il a dit bon, je ne sais pas comment ces matchs ça sera, donc le Barça peut nous surprendre ou pas, tout comme le Real peut aussi surprendre le Barça. Mais c'est un Barça qui a perdu un peu de peps depuis la dernière fois. Mais je suis étonné, un Parisien qui s'intéresse à l'histoire des grands clubs. C'est quand même une football. Quel trophée de champion avec un but de Dembélé, un but de Gad, on va dire. Un but au Bayer de Dembélé. Je crois que c'est un joueur qui s'est fait important au PSG, mais c'est pas ça les sujets. On parlait du Barça tout à l'heure. Et je crois que c'est toujours un grand match, l'un des plus grands au monde aujourd'hui. Et ça fait toujours plaisir de voir ces deux clubs. Et c'est pourquoi même les Saoudiens ont acheté cette Super Coupe d'Espagne. Et c'est pour ces grands classicos qui va se jouer ce dimanche pour la Super Coupe entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Merci Naës pour ces belles informations et aussi l'ambiance. Beaucoup de Barcelonais autour de la table, hein, donc ça ravit quand même. Vous les Parisiens, vous devez vous taire. Hein? Bon, il n'y a pas de problème. Ouais. Après, on va faire place. Je crois que par les passés, on a pris notre revanche de la plus belle. Voilà, après, on va faire place au docteur Gérard, nutritionniste, spécialiste, on va dire, pour maintenant parler de l'alcool, de la consommation de l'alcool par les sportifs et quel impact. Et ça sera après ça. Voilà, il est déjà de notre Gérard Mbayo, nutritionniste, spécialiste, avec qui on va évoquer l'impact de l'alcool, de la consommation incontrôlée de l'alcool par les sportifs
Gérard Mbayo, bonjour et bienvenue dans la team GMJ. Bonjour, merci beaucoup, M. Merveille. Voilà, ici on va suivre d'abord l'élément pour circonscrire les cadres de ces sujets et on revient pour en parler. L'alcool est souvent perçu comme un moyen de détente et de socialisation. Mais pour les sportifs, sa consommation peut avoir des conséquences dramatiques. Bien que certains athlètes puissent croire qu'une consommation modérée n'affecte pas leur performance, la réalité est souvent tout autre. L'alcool a un impact direct sur le corps, en particulier sur les performances sportives. Il déshydrate le corps, ce qui peut réduire l'endurance et la force. De plus, l'alcool perturbe la synthèse des protéines essentielles à la récupération musculaire après un effort intense. Des études montrent que même une consommation modérée peut altérer la coordination, le temps de réaction et la concentration des éléments cruciaux pour tout athlète. Au-delà des effets physiques, l'alcool a également des répercussions sur la santé mentale. La consommation excessive peut mener à des troubles de l'humeur, à l'anxiété et à la dépression. Pour les sportifs, qui doivent souvent faire face à des pressions importantes, ces problèmes peuvent être exacerbés par une consommation incontrôlée. Certains athlètes utilisent l'alcool comme moyen d'évasion face au stress, mais cela peut rapidement devenir un cercle vicieux. Les conséquences de la consommation d'alcool ne se limitent pas à la santé individuelle. Elles peuvent également nuire à la carrière d'un sportif. Des incidents liés à l'alcool peuvent entraîner des suspensions, des pertes de sponsors et une réputation ternie. Par exemple, plusieurs athlètes célèbres ont vu leur carrière affectée par des problèmes d'alcool, illustrant ainsi les risques que représente cette substance. Face à ces enjeux, il est crucial de mettre en place des programmes de prévention et de sensibilisation au sein des clubs et des fédérations sportives. Des initiatives visant à éduquer les jeunes athlètes sur les dangers de l'alcool peuvent contribuer à réduire le comportement à risque. De plus, offrir un soutien psychologique aux sportifs peut les aider à mieux gérer le stress sans recourir à l'alcool. Voilà, monsieur Gérard Bayo, vous êtes nutritionniste. Je vous pose une question très directe pour Taïdja Bavette sur notre question. À quel niveau l'alcool peut avoir des effets nuisibles pour un sportif? Merci beaucoup pour la préoccupation. L'alcool est une source calorique non nutritive qui donne beaucoup d'impact dans la vie d'un sportif. Parce qu'en prenant l'alcool, vous devez savoir que vous ralentissez le métabolisme. Non seulement vous ralentissez le métabolisme, vous êtes en train aussi d'interrompre les cycles de Krebs, qui c'est un cycle qui permet en fait de métaboliser, ou ça permet la métabolisation de protéines, lipides, y compris les glucides. Et ce sont des éléments qui nous apportent de l'énergie dans l'organisme. Un sportif a besoin de beaucoup d'énergie pour faire face à son activité physique, à construire ses muscles et tout ce qu'on lui demande pour être vraiment un joueur compétitif. Alors, lorsque vous vous soumettez à la consommation d'alcool, vous devez savoir que vous diminuez aussi votre apport d'énergie qui donne des impacts sur même la performance d'un joueur. Voilà, donc c'est dans la performance, dans l'énergie d'un sportif que l'alcool peut aussi avoir des problèmes, mais il peut en prendre, même un peu. En tout cas, à ma qualité de nutritionniste, lorsque un joueur est à compétition, il ne peut pas prendre l'alcool. Pourquoi? Parce que lui travaille. Les joueurs travaillent ses muscles, ils travaillent son équilibre. Mais lorsque vous prenez l'alcool, non seulement le point de métabolisme que je viens de souligner, il y a aussi la déshydratation. Ça arrive à tout le monde. Lorsque vous prenez l'alcool, vous allez vous déshydrater. C'est un effet diurétique qui vous pousse à aller à tout moment à la toilette pour uriner. Et lorsque vous perdez, vous urinez trop, vous devez savoir que vous
perdait beaucoup des ions. Il y a les sodium, il y a les potassium, il y a aussi les magnésium. Et tout cela est important pour le bon fonctionnement de l'organisme. Et la déshydratation due à la consommation d'alcool affaiblit la construction musculaire. Or, un joueur doit travailler, en fait, ou un sportif, disons, doit nécessairement travailler ses muscles pour économiser son énergie, qui pourrait lui permettre d'être vraiment compétitif. Vous parliez ici tout à l'heure du fait que l'alcool n'est pas du tout nutritif, si on peut le dire, sur la santé de sportifs. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect mental. Il y a des joueurs, des fois, qui sont anxieux, qui ont la dépression, par exemple, à l'aube d'un match important et tout ce qui va avec, et ils trouvent mieux d'aller vider ses stress en prenant un verre, un coup d'alcool. Est-ce que ça peut avoir un certain choc sur la gestion mentale de ces derniers? Et si c'est le cas, comment on peut arriver à le gérer pour garder la compétitivité, pour dire? Certainement, quelles que soient les émotions, il y a déjà plusieurs études scientifiques qui ont démontré que lorsque un sportif prend 1 ou 2 jours, il prend l'alcool 1 ou 2 jours avant l'entraînement, ces joueurs-là présentera beaucoup plus moins d'énergie, et ce qui va lui présenter beaucoup de faiblesses lors même de son entraînement. Ici, quelles que soient les émotions, vous savez, l'organisme est tel que ça y est là, ça doit fonctionner avec de l'énergie. Et lorsque déjà en amont, l'absorption de l'énergie est mal faite, vous devriez vous rendre compte que même le glycogène musculaire ne serait pas réservé, qui devrait lui donner de la force lorsqu'il serait en train d'exécuter en fait, son activité. Alors, quelle que soit l'émotion, et ça crée même beaucoup de problèmes. La plupart des joueurs qui se donnent à l'alcool, ce sont des joueurs qui n'évoluent pas vraiment, qui ne partent vraiment plus loin. Ils ont une carrière là vraiment un peu courte. Voilà. Parce que l'aspect mental a été évoqué. Et comment gérer peut-être ça? Il y a des joueurs, pour enlever le stress, il doit prendre l'alcool, il a des problèmes, peut-être aussi des recommandations, on va dire, mystiques. Il faut prendre l'alcool, mais sur le plan physique, ça pose toujours problème. Et comment on peut gérer ces genres de situations? Bon, sur le plan physique, il y a aussi des recommandations médicales. Hein. Il y a certaines personnes qui sont soumises à ça. Il y a ceci, lorsque vous faites votre compétition, comme il y a le sujet dont nous sommes en train de parler, c'est un sujet qui a déjà été débattu par plusieurs scientifiques, ce qui a poussé des scientifiques de mener des recherches sur ça parmi les joueurs. Et l'on a compris que lorsqu'un joueur prend il se met à boire dans les 2 premiers jours suivant son jour de l'entraînement ou du match, ces joueurs-là ne donnent pas vraiment une bonne impression sur le terrain. Quand on dit bonne impression sur le terrain, là, on voit la performance ainsi que sa combativité. On peut quand même faire un point de démarcation entre prendre un verre et s'enivrer, par exemple. Ah oui, peut-être. Effectivement. C'est là où d'ailleurs j'allais épingler, parce que j'ai dit beaucoup plus prendre l'alcool. Mais l'étude a été menée beaucoup plus sur prendre un verre. Pas mettre l'alcool de manière là de s'enivrer. Déjà le fait de prendre. Parce qu'en fait, l'organisme, quand nous marchons là, c'est-à-dire il y a quelque chose qui fonctionne dans notre organisme. Les aliments que nous apportons à notre organisme, ce sont des nutriments que nous ingérons. Et ces nutriments-là nous construisent. Ces nutriments-là nous protègent et ces nutriments nous donnent de l'énergie. Maintenant, la consommation déjà de l'alcool joue un rôle qui, lui, vient interrompre même la métabolisation des nutriments dont notre organisme a besoin. Ce qui fait que le joueur peut bien manger, okay? Il est soumis à un régime alimentaire très bien équilibré par rapport à son activité, mais plus il consomme l'alcool, il mange, mais ces nutriments-là ne sont pas très bien digérés parce qu'il y a déjà un élément qui empêche une bonne métabolisation. Et cet élément-là que nous sommes en train de parler ici, c'est en fait l'alcool. Déjà, le fait simple là que le joueur prend ou un sportif prend l'alcool et qu'il part uriner. Le fait simple là d'aller seulement uriner à tout moment, il perd beaucoup d'ions. Et ces ions-là, je vous ai cité ici, il y a les sodium, il y a les potassium, il y a les magnésium. Et non seulement ça, ça diminue même les niveaux de vitamines
du groupe B dans l'organisme. Et tout cela, ça joue le rôle ou ça joue un impact négatif dans l'organisme d'un joueur qui s'attend, ou soit d'un sportif qui s'attend à affronter ses adversaires ou ses maîtres à l'exercice de son travail. Alors, docteur Mbaye, moi j'ai plusieurs questions. Parce que comme vous savez, je suis consommateur d'eau minérale. Ouais, moi c'est que de l'eau. Déjà, ma première question est celle de savoir, est-ce qu'un joueur de football ou un sportif professionnel ne peut pas gérer par exemple son timing de la consommation d'alcool? C'est-à-dire que je viens de mon entraînement, je prends une bière ou deux, je mange et puis je dors. Est-ce que si je gère bien les temps ou les moments auxquels je me donne à prendre de l'alcool, ça peut avoir des effets néfastes sur mon physique? Bon, vous savez, tout est scientifique. Moi, j'aime parler de ça. On ne peut pas se baser sur une hypothèse qui semble être bonne dans notre vision sans passer par les analyses. Il y a déjà les études qui ont prouvé cela. Le fait de prendre l'alcool 2 jours avant l'entraînement seulement ou avant sa compétition, ça crée des problèmes. Ce qui fait que si le joueur est accro à l'alcool, je pense peut-être que lorsque leur compétition débute, dès lors la compétition débute, il peut toutefois arrêter. Pas même prendre un... Même avant de manger un peu de vin, avant de manger. Même le vin, parce que dans le vin, là, il y a de l'alcool. Il ne peut pas prendre ça. Néanmoins, peut-être après la compétition, ils ont déjà gagné la compétition, ils sont peut-être en vacances et oui, là, ils peuvent se mettre à prendre tout ce qui leur semble bon. Et est-ce que l'alcool peut être considéré comme un produit dopant? C'est-à-dire qu'un joueur qui prend de l'alcool régulièrement, est-ce que ça peut lui apporter beaucoup plus d'énergie que les autres qui sont sur le terrain? Non. Ça n'apporte pas beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que, en fait, dans l'alcool, dans 1 gramme de l'alcool, ça nous fournit au moins 5 kilocalories. Donc, 7 calories. Calories, c'est en termes d'énergie. Okay. Mais c'est l'énergie qui n'est pas nutritive. Vous savez? Parce qu'ici, il s'agit de prendre l'énergie. Quand on dit nutritive, c'est-à-dire que ça construit l'organisme. Ça ne vient pas pour détruire, mais ça vient pour construire. Il y a les gens, pour faire des travaux lourds, il faut qu'ils prennent quand même quelque chose et tout comme ça. Donc, ça active, ça donne un peu une motivation mentale. Mais en réalité, la personne est en train de se détruire. Ah, c'est juste question de mental. Voilà, c'est question de mental. Il sait déjà que non. Donc, en fait, quand je prends ça, déjà, je me sens que je suis... Vous allez voir, même, il y a d'autres personnes. Le fait de fumer, là, quand il fume, il se sent que non, là, maintenant, il est fort, il peut transporter ceci, il peut faire ça. C'est question de mental, c'est là. Moi, j'ai une question. Je veux vraiment avoir sa réponse. Mais derrière, donc, aujourd'hui, on peut se dire que l'alcool n'apporte rien de bon chez un sportif ou... Peut-être il y a pas de petites choses, de bons que l'on peut tirer de la... Pour un sportif. Pour un sportif. Ah oui, pour un sportif. Mais derrière tout ça, Joël était en train de poser la question avant que vous ne répondiez à celle-ci, qui est de savoir, il y a des gens qui sont qui font certaines choses qui deviennent habitudes, par exemple. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec le foot. Tu peux croiser un professeur et te dire, pour que moi je donne bien de la matière, il faudra que je prenne un verre, 2. Donc là, j'ai son... Pour que je présente bien mon journal. Mais dans les cadres sportifs, est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelque chose de bon que l'on peut tirer de la consommation, ne fût-ce qu'un peu d'alcool? Je ne cherche pas une raison pour les consommateurs. Et surtout ça, c'est pour les sportifs, c'est pour les chiens. Je vous ai très bien compris, j'ai compris la préoccupation. Et pour bien répondre, je veux revenir au premier exemple que vous aviez donné, qui ne cadre pas avec le sport. Un professeur qui dit, pour que j'enseigne mieux, je dois prendre au moins un verre. Et si vraiment, pour qu'il enseigne mieux, il doit prendre ça. Quand il prend ça, moi j'avais un professeur de mathématiques, s'il ne prend pas, il n'enseigne pas bien. Mais dès lors qu'il aurait pris quelque chose, donc l'alcool au fait, il va très bien enseigner. Ça devient Newton. Oui, voilà. Mais ça lui aide au fait à réussir dans ce métier. Mais ça lui diminue en fait son espérance de vivre. Donc, ce qui fait que ça lui donne, oui, bien sûr, il enseigne. Alors, c'est qu'il est plus attaché à son mental. Il ne peut plus aussi réfléchir normalement sans alcool. Ça devient de l'addiction. Voilà. Et ça, il se détruit aussi petit à petit. Vous comprenez? Il y en a de même avec l'alcool. Joël, il est ébahi. Il y en a de même pour le joueur. Il peut prendre, ça lui motive bien sûr. Ça lui motive. Mais lui-même est en train de mettre des barrières petit à petit. Il pouvait peut-être être compétitif vraiment dans 10-15 ans, mais plus il s'est soumis à une mauvaise habitude,
il se rend compte que dans 5 ans seulement, sa carrière a pris fin. Okay. Et peut-être une dernière question sur ce sujet, mais il y a aussi des boissons énergisantes qui n'ont rien à voir avec l'alcool. Il y en a qui prennent ça pour avoir de l'énergie. Ça peut être aussi visible à la langue. Bon, le boisson énergisante, oui, ça y est, il y en a plusieurs. Ce ne sont pas vraiment des boissons où vous devrez vous habituer parce que ça contient beaucoup plus de caféine. Il y a beaucoup de substances qui peuvent en fait vous être toxiques à la langue. En fait, la toxicité de certains aliments que nous consommons se manifeste après beaucoup de temps. Est-ce que vous comprenez? Mais bon, quand vous exercez votre métier, je prends Kung Fu parce que je roule la moto, parce que je fais ceci, oui, c'est bien. Mais vous êtes en train d'accumuler tant d'autres particules qui doivent causer du tort dans votre organisme. OK? Et surtout qu'ici, chez nous, lorsque nous avons une mauvaise habitude, ailleurs, quand on produit, même ceux-là qui produisent des boissons, ce sont des boissons qu'on prend selon les circonstances. Mais si chez nous, une fois vous êtes fanatique de telle boisson, ça devient une habitude. Or, on a fait ça pour prendre selon les circonstances. Vous voyez un peu ça. Voilà. Non, mais moi j'ai une toute petite dernière question. On a connu des grands footballeurs et il y a beaucoup d'histoires qui ont fuité sur Internet, etc. Il y a un joueur brésilien qui est... tout le monde connaît. Lui, quand il pouvait être en boîte de nuit la veille d'un match, le jour du match, il arrive, il est plus bon que les autres. Comment vous expliquez qu'un joueur qui a passé la nuit entre bouteilles de vodka et autre chose, il arrive le lendemain sur le terrain, il est meilleur que les autres? Comment on explique ça? Et pour ajouter à la question, il y en a un autre que vous connaissez, Samuel Eto'o. Il dit que lui, il était capable de dire à son entraîneur: bon, je vous fais la première mi-temps et j'ai pas à refaire la fête avec, avec les gars à Paris. Comment ça se passe ils ont eu des grandes carrières. Et des carrières aussi fluctueuses. Ok. Vous savez, je vais vous répondre ça avec certains exemples. Vous savez, il y a d'abord, premièrement, certaines choses qui sont innées, qui ne demandent pas de fournir l'effort pour réussir. Et il y a d'autres personnes, ils doivent travailler leur physique. Ils doivent travailler leurs muscles pour être compétitifs. Comme Cristiano, il ne prend pas de l'alcool. Voilà, ok. Mais il y a lui là, une autre personne, lui c'est inné. C'est-à-dire même s'il ne s'entraînait pas, quand on lui met sur terrain, il joue. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas comparer avec celui-là que l'autre qui fournit l'effort. Parce que pour être meilleur, vous fournissez l'effort. Maintenant, en fournissant l'effort d'être meilleur, il y a des préalables à prendre. C'est-à-dire, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci. Ça vous aide de vous à être meilleur comme l'autre qui est meilleur sans pour autant finir certains efforts dans tout ce qu'il pouvait faire, comme ce qu'il a dit là. Il y a d'autres joueurs qu'il a cités, je ne sais pas. Cristiano Ronaldo. Il ne prend pas. Okay? Et tout compte, il y a aussi d'autres joueurs qui ne prennent rien et ils s'entraînent aussi pas directement, mais ils jouent très bien. Et dans tous les sports, c'est comme ça. Évidemment, c'est un peu comme dans la vie. Il y a de ceux, quand il prend 2 bières, il est beaucoup plus atteint. L'autre, quand il prend 2 bières, c'est comme s'il n'a encore rien pris. Voilà. Et là aussi, c'est sur le plan comment je peux dire, de la résistance. En fait, nous tous, tels que nous sommes créés, nos cellules ne fonctionnent pas de la même façon. Okay? Il y a une autre personne qui est même résistant au soleil. Et une autre personne ne supporte pas le soleil. Il faut l'exposer au soleil dans 10-15 minutes et développe une série de maladies, de céphalo, quoi que ce soit comme ça. Donc, tout dépend aussi de l'organisme de la personne, mais cela n'est pas une règle qui est absolue. On ne peut pas dire parce que l'autre boit et puis joue bien, c'est-à-dire que tous les autres peuvent le faire. Non. Il y a des caractéristiques que l'autre possède et l'autre n'en a pas. Évidemment, donc, on retient que l'alcool est nuisible pour une bonne carrière. Si on prétend faire une très bonne carrière, c'est nuisible. Il faut atténuer, il faut être discipliné quand vous êtes dans une période de compétition. Il faut vraiment atténuer. Merci à vous, docteur nutritionniste Gérard Mbayo, pour ces éléments de réponse. Ici, on va donc faire un pas dans l'histoire pour vous faire revivre ces grands matchs. La remontada RDC face à l'équipe du Congo Brazzaville, les Diables Rouges. Voilà, du Congo Brazzaville. Une remontada historique. Voilà, c'était le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Ça sera après ça. Voilà, c'est avec vous, Joël Banema. Oui, on fait l'histoire.
justement, on va refaire l'histoire, cette belle histoire des Léopards de la République démocratique du Congo, ce quart de finale 100% congolais entre la République démocratique du Congo, RDC, et son pays frère, son pays voisin, le Congo Brazzaville. Ce match restera à jamais gravé dans l'histoire de la CAN organisée en Guinée équatoriale. Ce match disputé un certain 31 janvier 2015 à Bata a offert un scénario haletant et a marqué par justement cette remontada historique des Congolais, cette remontada surtout spectaculaire. Le match démarre lui timidement, les deux équipes se neutralisent pendant une première mi-temps sans beaucoup d'action et sans but justement, mais dès les retours de vestiaire, le Congo de Claude Leroy prend l'avantage grâce à Ferrebori Doré qui ouvre le score à la 55e minute de jeu. Les Diables Rouges vont monter en confiance et vont doubler la mise à la 70e minute grâce à la star de cette équipe congolaise. Il s'agit là de Thierry Bifouma, plongeant ainsi les Léopards dans une situation critique. Alors que tout semblait perdu, l'espoir semblait être envolé du côté des Léopards, la République démocratique du Congo, dirigée par Florent Ibenge, a trouvé les ressources nécessaires pour renverser la vapeur. Dieu merci, Mbokani, meilleur buteur de l'histoire de la RDC, réduit l'écart à la 65e minute qui a relancé justement l'espoir de tout un peuple. Quelques minutes plus tard seulement, Jérémy Bokila, un autre avant-centre qui égalise à la 75e minute, permettant à la République démocratique du Congo de revenir au score de buts partout. Le scénario est déjà exceptionnel, les Congolais s'enflamment, portés par un mental d'acier. Les Léopards prennent ensuite l'avantage grâce à un but magnifique du défenseur central du tout-puissant Mazema Globert à l'époque, Joël Kimwaki, à la 81e minute. Les Léopards prennent l'avantage et en fin de match, Dieu merci Mbokani va s'offrir un doublé à la 90e minute et scelle définitivement la victoire de la RDC sur un score qui restera à jamais gravé dans l'histoire du football congolais, 4 buts à 2. Cette victoire historique permet donc à la RDC de pouvoir se qualifier pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, ils vont aller se faire sortir par le futur vainqueur de la compétition. Il s'agit là de la Côte d'Ivoire, emmené par un Yaya Touré en très très grande forme. Marquant cette histoire, cette page de la République démocratique du Congo en Coupe d'Afrique des Nations a marqué l'un des meilleurs moments de la RDC en Coupe d'Afrique des Nations depuis plusieurs décennies. Elle témoigne donc de la résilience et du talent que peut avoir cette équipe de la République démocratique du Congo. Une formation à l'époque menée par Jean-Florent Ibenge, emmené par plusieurs talents à l'image de Dieu merci Mbokani, mais aussi Cédric Bakambu, Yannick Bolassier, Neskins Kebano, mais aussi des joueurs comme Joël Kimwaki, des gens Kassoula et Saman Peko qui étaient des tauliers de cette génération des Congolais qui ont offert justement à la RDC une 3e place au final dans cette CAN 2015. Ce match mémorable justement restera à jamais gravé dans la mémoire des supporters congolais et dans l'histoire du football africain parce que c'est l'une des plus belles remontadas tout simplement de l'histoire de la CAN. Donc c'est ça l'histoire de la RDC lors de cette CAN Maroc 2000 Maroc en Guinée équatoriale 2015, un match exceptionnel. Je crois que ça nous a marqué nous parce que moi je crois que c'est l'une de mes je crois 4e ou 3e CAN que je suivais de très très près et je crois que c'était un événement qui a marqué beaucoup de personnes. Un bon moment historique pour notre football. C'était la nuit du foot africain. Moi je me rappelle que après cette victoire, tous les pays étaient en ébullition et nos voisins à l'époque étaient sortis en route. Surveiller les fleuves, nos voisins surveiller les fleuves. Alors, à l'époque il n'y avait pas de surveiller les fleuves. Il était là quand même. À l'aide des casseroles et de couvercles, et ça chantait Ibenge Koche. C'est l'une des plus belles pages de l'histoire de notre football, mais aussi de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est un match à vraiment toutes les sensations. Et je crois que ça reste toujours des belles émotions parler de cette Coupe d'Afrique des Nations qui a offert à la Côte d'Ivoire ces sacres-là. Je sais pas pourquoi notre histoire ici de la Côte d'Ivoire est toujours liée. Vous avez une idée sur ça 2015, quand la RDC a décroché la 3e place. Voilà, avec cette belle victoire en quart de finale face au Congo Brazzaville, 4 buts à 2. Bon, en tout cas, pour être honnête, au moins les bruits nous avions senti. On savait qu'il y a les foot qui s'est joué. Mais fort malheureusement, je ne m'intéresse pas à ça vraiment. Fort malheureusement. Mais au moins, j'avais su que non, voilà, il y a la RDC qui a en fait gagné, comme il a dit. Tout le monde chantait Ibenge Koche. Tout le monde. Non, je ne peux pas dire que je n'ai pas entendu ça. J'ai entendu, je vis aux yeux de tous. Voilà, Ibenge. Et surtout, il y avait un joueur qui a joué une belle partition, Mouloudou.
Le capitaine. Mais franchement, sur ces matchs-là, il était très motivateur. Il a vraiment joué le rôle du deuxième coach sur les bancs pour permettre à ses coéquipiers d'aller faire un match magique. Voilà, comme on en a l'habitude dans cette team, la team GMJ, avant de finir l'émission, on doit toujours intégrer un joueur qui aura marqué l'histoire du football congolais ou bien africain. Et aujourd'hui, c'est dans le Panthéon. On en a déjà 6, raison pour tout. Roger Mila, Bwanga, Mboula Moukouna, évidemment. Beaucoup de noms dans notre Panthéon. Et aujourd'hui, on a l'honneur de planter un joueur aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'un joueur que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, mais pour ceux qui suivent l'histoire du football congolais de près, on parle de Chabani Nonda. Pour moi, je l'ai dit, Chabani Nonda, une légende à Nord. Il est l'un des plus grands noms du football congolais et peut-être au passage africain. Un homme dont les exploits ont transcendé les frontières du continent. Voici l'histoire inspirante de Chabani Nonda. Il est né le 6 mars 1977 à Bujumbura, au Burundi. Chabani Nonda a été bercé par le football dès son plus jeune âge. Fils des parents zaïrois, il s'impose rapidement comme un prodige sur le terrain. À 15 ans, il joue déjà avec les adultes et devient la star de l'Atlético Olympique, un club des 2e division à Bujumbura. Mais en 1994, la violence éclate dans la capitale burundaise, poussant sa famille à l'exil. Alors que la plupart des familles fuient vers les Zaïre, Chabani Nonda prend une autre direction vers la Tanzanie, accompagné de son grand frère. Là-bas, il rejoint Young African et remporte la Coupe Kagame Interclub. Ses talents ne passent pas inaperçus. En 1995, il signe avec Val Professional d'Afrique du Sud où il devient champion et meilleur buteur, marquant 12 buts en seulement 6 mois. Les destins l'amènent ensuite en Europe où il enchaîne les exploits avec Zurich, marquant 36 buts en 45 matchs, bien sûr avant de rejoindre les stades rennais où il inscrit 31 buts en 62 matchs. À l'AS Monaco, Nonda atteint les sommets de sa carrière en 2000 et 2005. De 2000 à 2005, il marque 57 buts en 116 apparitions et en 2003, il termine meilleur buteur de la Ligue 1 avec 26 buts et conduit Monaco à la finale de la Ligue des Champions en 2004. Après Monaco, il rejoint l'AS Rome en Italie et joue 15 matchs, marquant 5 buts. Prêté à Blackburn, revers, il marque 7 buts en 26 apparitions à Galatasaray. Il continue à impressionner avec 22 buts en 50 matchs, remportant les championnats turcs. Mais la carrière de Nonda ne s'arrête pas là. En sélection nationale, il devient un pilier de l'équipe de la République démocratique du Congo. Entre 2000 et 2008, il rêvait des maillots de Léopard à 21 reprises, marquant 6 buts. Sa contribution est cruciale lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde. Nonda est un symbole d'espoir pour ses compatriotes. Voilà, Chabani Nonda, c'est donc le joueur qui réintègre le panthéon de la team GMJ pour cette année 2025. Le premier à intégrer la team. Donc, voilà, Joël Banoua, lui, si on regarde ce qu'il a fait en club, mais quand on regarde sa carrière en sélection, ça n'a pas été aussi flamboyant. C'est ma plus grosse déception quand je vois Chabani Nonda, ce qu'il a fait. Pour moi, Chabani Nonda, c'est le plus grand joueur congolais qui a évolué en Europe par rapport à ce qu'il a réalisé. Après, il y a des Dieu merci Mbokani derrière qui ont essayé, mais personne n'a atteint. Chancel Mbemba Chancel va essayer encore. On ne sait pas s'il va quitter l'Europe ou pas, mais ce que le niveau qu'a atteint Chabani Nonda, il n'y a aucun joueur congolais en Europe qui a atteint ce niveau-là. Joué la finale de la Ligue des Champions. Coaché par Didier Deschamps avec Monaco, il est l'un des meilleurs joueurs du championnat français. Et là, ça lui permet de jouer une finale de la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, il est extrêmement performant, il est parmi les meilleurs buteurs. Et malheureusement pour lui, il tombe sur le chemin de José Mourinho qui faisait ses débuts en tant qu'entraîneur avec Porto. Ils perdent en finale, je crois que ça se joue sur un 1-0. Donc Chabani Nonda, c'est un joueur qui devait être normalement le premier joueur congolais
a remporté une Ligue des Champions de l'UEFA. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu le faire. Je ne savais pas qu'il est passé par l'Afrique, Afrique du Sud. Young Africans, je ne savais pas, on apprend avec la GMJ. Et toujours sa naissance au Burundi. Au Burundi, même ça aussi, c'est un vrai biscuit, je ne savais pas. Mais c'est un joueur qui nous a laissé sur la fin sur l'équipe nationale. Après, moi, je pense que ce n'est pas totalement de sa faute. Vous savez, l'équipe nationale de RDC, surtout à cette époque-là, que ce soit les années 96, 97, 98, 2000 jusqu'à 2010, c'était vraiment une équipe nationale qui manquait beaucoup de stabilité, beaucoup de sérieux, Aujourd'hui, on bénéficie d'un cadre où on peut voir facilement les Ngalael Mukaou qui évolue à Lille, facilement venir à Kinshasa, jouer avec Léopard. À l'époque, c'était pas la même chose, des déplacements, des avions, etc. Ça faisait que Nonda a raté beaucoup de matchs avec son équipe nationale. La priorité était son club, donc il n'y avait pas cette structure-là au pays pour pouvoir lui permettre d'exploser aussi avec son équipe nationale. Donc c'est le grand regret que j'ai avec Shabani Nonda, mais c'est un talent exceptionnel. J'aurais voulu, moi, le voir jouer comme on a vu les Bakambu jouer, mais malheureusement pour nous, on n'a pas pu le voir jouer, mais on a quand même la fierté de dire qu'on a eu un Shabani Nonda dans ce pays. La carrière de Shabani Nonda en sélection, c'est les grands regrets de Joël Baniwa. Et pour nous, il n'y a pas de regret de vous présenter cette émission chaque samedi. La team JMJ qui est donc de retour pour cette année 2025. C'est donc le 7e épisode. On dit merci à l'équipe Joël Baniwa, Jean-Tsoui, et aussi à monsieur Gérard Mbayo pour donc tous les éléments de réponse par rapport à notre sujet du jour. On va se retrouver les samedis prochains pour un autre numéro de la team JMJ où on va se la jouer encore autrement. Toujours, bien cher.